Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous, bonne journée, nous sommes ensemble pendant une heure en direct. Bienvenue dans la matinale de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale, Territoire d'info. C'est pendant une heure avec un invité politique à 8h. Aujourd'hui, c'est Clémentine Autain qui sera débriefée par nos éditorialistes. Et dans un instant, c'est le JT des territoires suivi du débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Puis vous retrouverez le Zappélisé, le premier zapping politique de la journée. Mais tout de suite, on se rend dans le JT des territoires dans un instant. On part tout de suite en Occitanie pour rencontrer l'imam nîmois Houssine Drouish en marche contre le terrorisme. Du 8 au 14 juillet, une soixantaine d'imams issus de toutes nationalités participeront à une grande marche des musulmans contre le terrorisme. Ils sillonneront les routes européennes pour se rendre sur les lieux des attentats commis ces dernières années à Paris, à Berlin, Bruxelles, Londres, Saint-Étienne-du-Rouvray et Toulouse, où ils seront reçus par plusieurs chefs d'État, dont Emmanuel Macron. Romy Marlinge et Laurie Charmelat pour TV Sud. Vendredi, Houssine Drouish s'envolera pour Paris, à la veille de la marche des musulmans contre le terrorisme. Pour l'imam nîmois, cet événement est crucial. On doit faire comprendre, nous les imams, on doit faire transmettre ce message positif. Et on ne doit pas laisser le terrain vide pour les interprétations négatives ou pour les interprétations extrémistes qui ne servent pas le vivre ensemble. Ce n'est pas facile, le terrain il est très difficile. Mais on a fait ça pour la paix, pour la fraternité humaine, pour la tolérance, pour confirmer. On dit on a des maladies au sein de nos sociétés. Et il y a des maladies au sein de l'islam, comme il existe des maladies au sein des autres religions. Le but, porter un message de conciliation. Droits de l'homme, place de la femme, tout ça doit être retravaillé au sein de l'islam. L'islam qu'on veut, c'est l'islam qui base sur les fondements, qui sont la prière, la foi, la croyance, comme toutes les religions, mais qui s'adapte avec la modernité, avec les valeurs de la République, avec cette tendance et cet espoir social pour la paix, pour la fraternité humaine. Et la religion doit rester pour chacun dans son espace privé. Ce qui nous rassemble, c'est l'état de droit et c'est la loi. 60 imams sillonneront en bus les routes européennes jusqu'au lieu des attentats du terrorisme islamique commis ces dernières années. Au cours de cette marche, ils seront notamment reçus par Angela Merkel et Emmanuel Macron. Politiques, ils doivent travailler sur la marginalisation, le chômage qui existe en toute la France, mais notamment dans les quartiers, dans les banlieues, afin de ne pas laisser ces zones un terrain fertile pour l'extrémisme ou pour les idées de la haine. La marche, qui durera une semaine, sera une première depuis le début de la vague d'attentats en Europe. Et on reste en Occitanie pour un tout autre sujet avec des agriculteurs en difficulté. Dans l'Hérault, ce sont de jeunes agriculteurs qui dénoncent la diminution des terres agricoles. Ils se mobilisent contre l'artificialisation des terres agricoles, justement par une moisson solidaire. Ils ont voulu interpeller les élus qui gèlent ces terres car elles se trouvent dans des zones potentiellement constructibles. Explication avec Laura Uricel pour TV Sud. En pénurie de terre, les jeunes agriculteurs ont décidé d'exploiter des zones oubliées, comme ici, au cœur de la zone d'aménagement concerté de Clermont-Lérault. En novembre dernier, ils ont semé 1 hectare de blé et aujourd'hui, c'est l'heure de la récolte. Aujourd'hui, on se retrouve avec des terres arables, cultivables, fertiles, irrigables, qui sont gelées sous prétexte qu'elles vont être utilisées par une zone artisanale. Donc il va y avoir des commerces ou de l'industrie dessus. Et nous c'est ce qu'on peut dénoncer aujourd'hui. C'est cette incohérence vis-à-vis de nos élus dans leurs projets de construction. Une action concrète pour dénoncer l'excès de friches dans le département et alerter les politiques sur la perte économique et la raréfaction des terres agricoles. Le but, c'est de travailler avec ces jeunes, avec la Chambre d'agriculture et après associer bien sûr la région et le département pour essayer de prendre des bonnes mesures dans l'avenir. Ça peut être par rapport à des plantations de blé sur des zones d'activité, mais ça peut être aussi sur le foncier qui peut manquer à des jeunes pour s'installer. Et c'est justement en étant tous ensemble autour d'une ensemble et en ajoutant tout le monde qu'on arrivera certainement à trouver des bonnes solutions. Les compagnons du devoir ont été choisis comme bénéficiaires de cette moisson solidaire. La récolte de blé permettra la formation, une continuité dans la formation des jeunes apprentis et des jeunes ouvriers qui, dans le futur, seront des futurs entrepreneurs et cohabiteront avec les agriculteurs pour la construction peut-être de nouvelles granges, etc. Donc au final, c'est les acteurs économiques, les futurs acteurs économiques que nous sommes en train de former actuellement. Des solutions durables restent à trouver. En attendant, plus de 850 hectares de terres agricoles disparaissent chaque année dans l'Hérault.
Direction la Vendée maintenant, où on note une situation critique pour quelques éleveurs du Marais Poitevin. 80 agriculteurs attendent toujours le versement d'aides financières. Ces aides appelées mesures agro-environnementales accompagnent les exploitations agricoles dans cette zone protégée afin de maintenir l'élevage sur ce territoire. Ces retards de paiement engendrent d'importantes difficultés financières pour ces agriculteurs qui de leur côté sont contraints de respecter certaines normes environnementales. Exemple à Longeville-sur-Mer, chez Blandine Tubin, une agricultrice qui gère depuis 3 ans une exploitation de vaches allaitantes. Reportage d'Élodie Berthe pour TV Vendée. Éleveuse de vaches allaitantes dans le Marais Poitevin, Blandine signe en 2015 un contrat MAE lui permettant de recevoir une compensation économique. Cette rémunération d'environ 150 à 400 € par hectare lui demande de respecter certaines contraintes. On met en avant la biodiversité des prairies par un pâturage constant, mais sans être surpâturé pour la protection de la faune et de la flore. Ces contrats ont un impact sur notre capacité de production, puisqu'on n'a pas le droit de mettre d'engrais. Nous produisons presque 2 fois moins que si nous en mettions. Avec ces aides qui tardent à arriver, de 30 000 à 40 000 € par an depuis 2015, la situation s'aggrave de jour en jour. Blandine est obligée de recourir à des financeurs, une autre difficulté à laquelle elle doit faire face pour ne pas arrêter son métier de passion. Ces aides, c'est la trésorerie de l'exploitation qui est mise en péril et nous devons passer par des prêts à court terme pour compenser financièrement ce manque de trésorerie. Financièrement, on ne pourra pas tenir longtemps. Ce retard serait dû à un problème informatique. Ces aides permettent la préservation des prairies naturelles et la protection de 129 000 hectares de ce site classé. Une difficulté à laquelle s'ajoute un projet de plafonnement risquant de fixer à 20 000 € les aides accordées par la région. Ce vendredi, Blandine et d'autres éleveurs sont reçus par les services de l'État pour obtenir des réponses à leurs questions. Pop School, c'est un organisme de formation qui propose une méthode d'apprentissage innovante et immersive. Une formation innovante a été créée sur mesure par et pour des entreprises de l'association Faubourg Numérique à Saint-Quentin et d'autres entreprises de Hauts-de-France d'ailleurs, pour leurs besoins en recrutement. Franck Moulert pour WEO TV. La région Hauts-de-France a pris le virage numérique. Après Lens et Valenciennes, la Pop School a ouvert ses portes à Saint-Quentin en avril 2017. Pop School, c'est un organisme de formation dont l'ADN est le métier du numérique. Pop School existe depuis 2 ans, dans le modèle un peu des bootcamps américains, c'est-à-dire des formations intensives, immersives, dédiées au métier du numérique émergent. Dans une Pop School, on peut devenir développeur web, qu'on soit un garçon ou une fille. On incite beaucoup les filles à venir dans les métiers du numérique. On peut devenir développeur web en 6 mois. On peut devenir IoT Maker sur des formations qui font à peu près 4 mois. Et on pourra devenir à partir de la rentrée spécialiste de la cybersécurité à Maubeuge, où on monte une formation dans ce domaine-là, une formation de 6 mois avec des titres pro à l'issue de la formation. À Saint-Quentin, avec le tissu économique local, il a été décidé de former des IoT Makers. IoT Maker, voilà, c'est un Internet des objets maker débrouillard. C'est un petit peu le profil de personnes qui vont être vraiment sur le terrain, qui vont être capables de faire des prototypes assez rapidement et d'interagir avec le futur client pour adapter la bonne solution. Pour le recrutement, ce sont les demandeurs d'emploi qui ont été privilégiés. Ils n'avaient pas forcément de disposition préalable au monde de l'Internet des objets. Les profils IoT Makers qui ont intégré la Pop School ont répondu à besoin des 7 entreprises qui ont fait 7 offres d'emploi sur le site de Pôle emploi, avec vraiment des besoins spécifiques pour les entreprises. Et là, la Pop School a fait vraiment l'interface entre les entreprises et Pôle emploi. Suite à différents profils et candidatures, on a rencontré différents stagiaires, futurs stagiaires dans les entreprises, et on a retenu une personne par entreprise. Le numérique, une filière en plein boom qui ne tarit pas de déboucher. Les développeurs web qu'on forme, jusqu'à maintenant, on en a formé à peu près une centaine. On a 70% de taux de placement en CDI, où les jeunes commencent avec des salaires autour de 2 000 € par mois brut. En CDI, dans des PME, dans des entreprises du numérique, mais pas que, dans des PME qui ont des besoins de numérique. Ce sont des métiers dans lesquels ça recrute et ça va beaucoup recruter. 11 semaines de cours gratuites, labellisée Grande École du Numérique, la formation IoT Maker s'inscrit naturellement dans le réseau Saint-Quentin French Tech.
Voilà, aujourd'hui, c'est la fin de l'année scolaire. L'école est finie. Place au cahier de vacances, avec aussi des petits problèmes pour les parents. On regarde ce sujet de WEO TV. À l'approche de l'été, le cahier de vacances a fait son retour dans les magasins. Révision du programme, préparation de l'année prochaine, le cahier de vacances semble toujours incontournable. Le cahier de vacances, il est intemporel, je dirais. Et puis après ça, il a cette souplesse d'aller sur la plage, d'aller en montagne, d'aller dans la voiture. Voilà, on peut le trimballer partout. Le cahier de vacances, il est aussi ludique, c'est-à-dire qu'on arrache aussi, on enlève ou on décolle des étoiles, on va décoller des personnages, on va faire du collage, on va faire du découpage. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire aujourd'hui avec la tablette. 4 millions d'exemplaires sont vendus chaque année en France et reprennent pour certains des personnages bien connus des enfants. Cette année, la grande vedette, c'est le loup. Et c'est un personnage que les enfants connaissent bien. C'est un personnage qui appartient à un éditeur qui s'appelle Ozu et qu'on retrouve décliné à la fois en livre, en cahier de vacances, en peluche. Au tout début, j'étais plutôt contre. J'avais plutôt dans l'idée qu'ils avaient besoin d'une pause. Et là, en grandissant, je vois bien que c'est nécessaire pour fixer ou pour entraîner, en fait, selon l'enfant. C'est vraiment selon l'enfant, parce que j'en ai 3 et avec 3 besoins différents. Selon ce qu'ils ont fait dans l'année, selon les besoins, je vois celui qui est en 4e, il est tout à fait d'accord sur ce qu'il n'a pas acquis, donc les maths. Et on va s'entraîner. Non, c'est pas une joie spécialement. Ce qu'ils aiment, c'est l'aspect ludique, bien sûr. Ouais. Il y a des propositions aussi en cahier de vacances assez ludiques. Un petit peu chaque jour donc, sans oublier de profiter des vacances. Voilà, attention sur les routes, c'est les départs en vacances. Donc ce soir, fin de ce journal, proposé par Soumaya Benaïssa. Dans un instant, c'est le club des éditorialistes. Mais tout de suite, c'est la une de vos journaux en région ce matin. On démarre avec le plan climat de Nicolas Hulot. C'est à la une de Ouest France, comme vous pouvez le voir, l'audace du plan Hulot. Et puis pour le Parisien, climat, que vaut le plan Hulot? Le nouveau ministre de la Transition énergétique a présenté hier son dispositif de lutte contre le réchauffement climatique. Il promet la fin des voitures essence et diesel d'ici à 2040. Mais il reste flou sur sa stratégie. On examine tout cela dans quelques minutes avec le club des éditorialistes. Hulot roule pour la voiture propre. Le ministre de la Transition énergétique qui a présenté son plan vise cet arrêt des voitures diesel et ça fait la une quasi tous les titres de la presse quotidienne régionale. On a sélectionné la Provence aujourd'hui, boue rouge, mais que fait Hulot? C'est un sujet local. À l'occasion de cette présentation hier, il y a une épreuve qui l'attend en Provence avec cette affaire de boue rouge. Il y a une très belle photo d'ailleurs, une grande photo de cette boue à la une de la Provence édition Marseille. Dans la République, la Nouvelle République, c'est la bagnole des Français électrique en 2040 qui fait la une. Et puis pour Nice Matin, c'est un titre triste. C'est à propos des attentats du 14 juillet 2016, il y a un an, leur vie d'après. Et vous voyez le visage de ces familles qui ont perdu un proche lors de cet attentat. C'est une grande enquête de Nice Matin dans un supplément hommage à l'intérieur du journal. Pour le Télégramme, maternité, le même congé pour toutes. Lors de la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait promis de créer un congé maternité unique, garanti pour toutes les femmes, aligné sur le régime le plus avantageux. Mais même si ce projet de réforme a bien été confirmé mardi par le Premier ministre, sa mise en œuvre risque d'être compliquée à plusieurs niveaux. Et en page 3, le Télégramme vous explique pourquoi. Le Républicain Lorrain, Grand Est, 20 000 km de sentiers pédestre, 6 jours de rando Moselle en pays de Sarrebourg, à la une de Grand Quotidien Lorrain, la plus forte diffusion en Lorraine d'un quotidien. Et puis pour Presse Océan, évidemment avec ce départ en vacances, c'est le tourisme. Morale au beau fixe, c'est une belle photo de La Baule. Le littoral reste une locomotive pour le tourisme en Loire-Atlantique. Les prévisions de fréquentation sont prometteuses pour cet été. Si on en juge la photo de une, le mètre carré de sable va être cher. Voilà, départ en vacances ce soir. Sans transition, j'accueille le club des éditorialistes ce matin avec Jérôme Cordelier qui n'est pas en vacances, mais qui est revêtu d'une magnifique veste bleue à la Emmanuel Macron, presque. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef des éditions locales du Point. Bonjour. Bonjour Jérôme, merci d'être avec nous. Jean-Michel Elvig de la République des Pyrénées. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Et Gaëtane Bossard du Parisien. Elle est responsable, elle, des éditions de
Hauts-de-Seine. Bonjour Gaëtan, merci d'être avec nous. Hier, c'est Gérald Darmanin et Nicolas Hulot qui ont fait l'actualité là, avec l'annonce du rétablissement du jour de carence des fonctionnaires. Le ministre des Comptes publics veut réaliser une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. L'autre, Nicolas Hulot, avec son plan climat, très attendu. Il doit dessiner la stratégie de la France pour limiter ses émissions de gaz à effet de serre. On l'a vu avec les unes de la presse quotidienne régionale. Et traduire aussi la volonté d'Emmanuel Macron de défendre l'accord de Paris. L'exécutif est rentré dans le dur donc, après une semaine où le couple Macron-Philippe a été très exposé, Jérôme Cordelier. Ah bah oui, évidemment, c'est le lancement vraiment, là, c'est le jour J du lancement du quinquennat. Hein. Donc avec deux discours très, je dirais, constitutionnels, en tout cas dans les clous constitutionnels, puisque un président qui fixe le cap et un Premier ministre qui est dans les clous et qui est les mains dans le cambouis, si on peut dire, et qui détaille un peu le plan mesure après mesure. Je pense qu'on va y revenir. Eh bien, on y revient tout de suite. Alors, Jean-Michel Elvig, Nicolas Hulot a fait ses premières annonces importantes hier, avec des choses assez concrètes sur les bâtiments mal isolés, qui sont consommateurs d'énergie, qu'il faut éradiquer en 10 ans, diesel essence, la fin de la vente des voitures à essence et diesel d'ici 2040, ça ne doit pas plaire beaucoup aux constructeurs automobiles, puis une prime aux voitures propres. Ça y est, on est dans le dur aussi, dans la transition énergétique. Oui, alors il faut faire attention, quand on dit c'est le tout électrique, c'est pas tout à fait vrai, c'est aussi les voitures hybrides. Or, il y aura certainement plus de voitures hybrides que de voitures électriques. À la fois c'est spectaculaire, mais en même temps c'est un peu dans l'air du temps. Hein. Je crois qu'il y a 2-3 jours, c'est Volvo qui a annoncé qu'il ne produirait plus ne fabriquerait plus de voitures purement thermique. Ils vont aller vers l'hybride. Donc, une grande compagnie comme Total investit de moins en moins dans le pétrole, dans la recherche pétrolière. Donc, je veux dire, c'est un mouvement général auquel il donne une perspective gouvernementale, enfin, disons, un objectif d'ordre politique, mais c'est une tendance. Voilà. Donc, Jérôme Cordelier, la presse quotidienne régionale, le Républicain lorrain, pour ne pas le citer, trouve qu'il y a un goût d'inachevé, au fond, dans ces annonces de Nicolas Hulot. Un goût d'inachevé, c'est surtout, comme c'est une prévision sur 2040. Oui, si vous dites que c'est pas concret, les gens le touchent pas du doigt. Je lis pas dans le mar du café, mais c'est pas sûr que Nicolas Hulot soit encore ministre en 2040, donc on peut encore s'engager, voilà. Mais je suis d'accord avec Jean-Michel Elvig, c'est-à-dire qu'on lance quelque chose de toute façon qui est un petit peu déjà amorcé, et il faut dans la société et dans l'économie. Mais enfin, je pense que Gaëtan nous dira mieux, puisqu'elle est plus spécialiste de l'économie que nous. Mais surtout, je crois que tout ça, c'est le politique, une fois de plus, qui est un peu à la remorque de la société, sachant que je pense qu'en France, on est très en retard par rapport à d'autres pays sur le tout électrique. Et à mon avis, enfin ça, je vois ça juste en termes d'utilisateurs, c'est que il faudrait d'abord mettre beaucoup plus de bornes électriques dans les villes et un peu partout en France. C'est ça l'urgence, à mon avis. Un plan vaste et ambitieux, mais une liste à la Prévert, lance Daniel Murax du quotidien Picard. Courrier Picard. Oui, en fait, ça paraît, il y a des choses qui paraissent encore très éloignées d'aujourd'hui, même si, tu disais, les constructeurs ont déjà avancé là-dessus. Mais par exemple, quand on voit les bagarres à Paris sur, par exemple, les vignettes critères, le diesel, etc., on se dit tout électrique en 2040. Responsable des pages Hauts-de-Seine, 92 du Parisien. Qu'est-ce qu'ils peuvent penser de ces mesures-là ? Ils envoient l'application pour eux-mêmes ou pas ? Parce qu'au fond, les gens attendent ça. Les gens attendent très concrètement, par exemple, qu'on leur dise le montant des aides qu'on leur offrira pour se débarrasser de leurs vieux véhicules polluants, pour acheter quelque chose de neuf et aux normes, on va dire. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Et puis, ça paraît un peu loin, parce que c'est un effort financier considérable, aussi, d'être propre quand on roule. Est-ce qu'il va réussir son parcours gouvernemental, Nicolas Hulot, Jean-Michel Elvig? Est-ce qu'il en a les capacités? Vous avez vu, il y a eu des remarques cette semaine. Le Canard enchaîné a expliqué que sa fondation était financée par, au fond, des gens qui polluaient ou des industries polluantes. Est-ce qu'il ne va pas être entravé dans cette bonne volonté, on va dire?
C'est l'éternel problème de gouverner. Quand vous gouvernez, de toute façon, quoi qu'il advienne, vous n'êtes jamais conforme à un idéal. Vous avez toujours vous devez toujours gérer des situations contradictoires. Oui, vous avez les bouts rouges, mais en même temps, vous avez 300, 400, 500 emplois derrière. Fessenheim, c'était la même chose. Donc, il faut gérer la complexité. Et gérer la complexité, c'est effectivement, non pas composer, mais établir des compromis avec ses propres convictions pour pouvoir avancer. Et ça, évidemment, dans la cervelle, disons, j'allais dire gauchiste, c'est même pas la question d'être gauchiste ou pas. Ça, c'est vrai aussi dans d'autres domaines. On dit, ah oui, vous êtes en contradiction parce que, etc. Oui, mais votre fondation a fait des profits. Oui, vous avez pas fait de profits, il n'y aurait plus de fondation. Enfin, on accuse de tout et n'importe quoi les politiques. Par des gens qui sont dans des industries polluantes, c'est quand même un souci, quoi. Quand même, c'est pas la même chose que des gens qui utilisent des perturbateurs endocriniens, d'ailleurs, on dit. Voilà, ça c'est quand même un petit souci. C'est une question qu'il faut lui poser. Personnellement, je ne peux pas répondre à sa place. Je ne connais pas les modalités des contrats. Donc il n'y a pas répondu d'ailleurs encore. Bon. Alors le gouvernement veut rétablir le jour de carence des fonctionnaires, Jérôme Cordelier, en 2018, donc quand même assez vite. Tous les ministères seront mis à contribution. Voilà, en même temps, il y a un objectif, c'est ramener le déficit sous les 3% du PIB en fin d'année. Et puis surtout, d'un point de vue un petit peu plus politicien, c'est Gérald Darmanin redevient sarkozyste. Puisque c'est une mesure qui avait été initiée par Nicolas Sarkozy et défaite par François Hollande. Donc, aucun ministère n'y échappe, même la défense. Voilà. Oui, alors ça, c'est ça qui est... Vous avez raison de le relever, parce que c'est sûr que quand on va être un peu plus dans le dur sur la défense, qui malheureusement, immanquablement va arriver, c'est voir comment tout ça va se mettre en place. Mais bon... On a quand même des signes avant-coureurs d'une rentrée houleuse un peu sur tous les plans aujourd'hui. Et puis on voit bien que de toute façon, à Bercy, ces ministres venus de la droite vont devoir assumer des choses qui ne seront pas forcément populaires. Alors justement, Gaëtan Bossart, il ne va pas être très populaire dans le futur Gérald Darmanin, parce que c'est le ministre qui se serre les vis, qui les convoque tous et qui demande des économies. C'est un peu son poste aussi, C'est un peu... Ministre des comptes publics. Voilà. Donc, oui, il n'est pas franchement là pour faire des cadeaux. Il n'a pas dit qu'il en ferait. C'est habile politiquement, Jean-Michel Helvig, d'avoir mis un sarkozyste ou ancien sarkozyste au compte public. C'est un dispositif d'ensemble. C'est pas malhabile non plus. Tu le disais tout à l'heure, c'était sarkozyste. À la fois, c'est vrai sur la mesure précise, mais ce qui n'est pas tout à fait vrai, c'est que si on se rappelle bien le programme de Fillon, mais d'une certaine manière aussi le programme de Sarkozy pendant la primaire, qui était vraiment leur programme chimiquement pur. Il y avait l'idée que, en 2017-2018, on assumera le fait d'être au-dessus de 3%, même 4,5%, il parlait de 4 ou 4,5%. Sarkozy disait, oui, 2,9 ou 3,2, qu'est-ce que ça change? Parce que c'était l'idée, on fait un choc avec une baisse massive des ressources de l'État, baisse de charges, baisse d'impôts, etc. Et on assume le fait qu'il y a un petit dérapage budgétaire pour mieux ensuite le résorber. Or, c'est pas la voie choisie par Macron et par Philippe, puisqu'ils tiennent absolument à rester sous la barre des 3%. Dès lors qu'ils font ça, évidemment, il y a un certain nombre de conséquences budgétaires. C'est des promesses de baisse d'impôts qui ont été faites pendant la campagne. Ça va leur poser problème, Jean. Oui, tout à fait. Il applique là pour l'instant le programme du candidat Macron. C'était une mesure qui était... Donc là, on ne peut pas dire que la population soit prise en défaut et en... Alors, on ne va pas rester dessus, mais il y a des sondages, il va y en avoir tout le temps. On note quand même qu'il y en a un ce matin qui dit qu'un Français sur deux n'est pas convaincu par le discours d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe. Vous trouvez ça normal, Jérôme Cordelier ? On aurait pu dire aussi qu'un Français sur deux était convaincu. C'est plutôt pas mal quand même dans notre... actuellement, vu le discrédit de la politique... C'est un peu problématique donc qu'on mesure tout comme ça, tout de suite. C'est sûr. Je veux dire... Moi, j'aimerais pas que, en faisant mon boulot, à chaque fois que c'est ce qui arrive un petit peu dans les chaînes infos, etc., mais qu'il y ait des mesures d'audience sur ce qu'on fait, quoi. C'est quand même terrible. Ces sondages, de toute façon, aujourd'hui, quel que soit, c'était très vrai hier, mais ça le reste encore et ça va le rester encore un peu, toute mesure, tout projet gouvernemental, sauf quelques exceptions, est frappé immédiatement de scepticisme, plus que de défiance, de scepticisme. On dit, ça n'a jamais marché, pourquoi ça
ça parce marcherait. que ça n'a pas souvent Mais marché, le c'est pour problème, ça. c'est que on pose des questions globalement aux gens. Bien sûr. Mais si on pose de façon séparée, c'est pas tout à fait. Par exemple, si on demande est-ce que vous êtes pour ou contre, par exemple pour la loi travail, et que est-ce que vous êtes pour ou contre la réforme du code du travail, les gens massivement vont dire non. Si vous demandez aux gens est-ce que vous êtes pour qu'il y ait plus de négociations d'entreprise pour le temps de travail, les gens diront bah oui, c'est une bonne mesure. Mais je suis d'accord avec Jean-Michel Lévy parce que les attentes et les inquiétudes sont fortes, mais je veux dire les discours d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe, ils étaient bons quand même globalement. Enfin, je veux dire, ils étaient dans leur rôle et puis voilà, ils ont annoncé des choses. Donc, Gaëtan Bossard. C'est assez pénible en fait tous franchement ces sondages perpétuels. Dès qu'il y a un sujet qui sort, on a un sondage qui demande aux Français si, etc. De préférence, c'est bien quand ils sont pas contents. On est un peu là-dedans quand même. C'est un peu caricatural. Pas ici, vous avez vu, on essaie de débattre des questions de fond. Jérôme Cordelier, dans votre article sur le point.fr, vous titrez, et j'aime bien ce titre, Jupiter tend la main aux terriens. Oui, parce qu'en fait, donc à la fois Emmanuel Macron et Édouard Philippe, ils ont essayé de se rapprocher des collectivités locales. Vous savez, vous êtes bien placé ici pour le savoir, qu'il y a une forte inquiétude de la part des élus locaux. Tant les maires, par exemple, qui avec la loi sur le non-cumul maintenant ne sont plus représentés au Parlement, à l'Assemblée nationale et en octobre au Sénat. Et puis ensuite, les régions qui s'interrogent aussi parce qu'on a créé des super-régions sans les doter des pouvoirs afférents, notamment en matière économique. Et donc là, ils ont tendu la main. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils font le petit pas. Mais pour l'instant, on n'aborde pas trop les sujets qui fâchent. On fait un peu même rétropédalage sur la taxe d'habitation, qui est un énorme sujet qui fâche. Donc le 17 juillet, normalement, ici même au Sénat, il doit se mettre sur la table un peu tous les problèmes, et notamment les gros problèmes de finances locales. Mais ce qui est intéressant, c'est la philosophie de la chose. Et par exemple, quand on regarde un petit peu dans les termes, je me souviens un peu de mes études de droit, et par exemple, Emmanuel Macron a parlé de déconcentration. Et il y a une forte différence entre déconcentration et décentralisation, alors que François Hollande, en lançant la réforme territoriale de manière extrêmement malhabile, comme on le sait, sans concertation, en griffonnant une carte territoriale sur son bureau élyséen, avait parlé d'acte 3 de la décentralisation. On y est encore très très loin, puisque là, le pouvoir jupitérien recentralise les pouvoirs et on se demande s'il va lâcher quelques pouvoirs aux grands prêtres des confins de l'Empire. Alors il y a un grand prêtre à côté de lui, dans la photo qui est derrière vous là, qui illustre le point.fr, c'est Gérard Collomb. Vous avez une interview exclusive Oui, on a fait un grand entretien dans le point, maintenant ministre de l'Intérieur. On brasse tous les sujets, y compris celui-ci. Et d'ailleurs, vous savez, c'est lui qui, en tant que maire de Lyon, président du Grand Lyon, avait réalisé la fusion entre la métropole et le département du Rhône. Et donc, il dit dans le point, dans cet entretien, d'ailleurs, qu'il n'est pas hostile à ce que certaines grandes capitales régionales se rapprochent des départements à la fusion. N'a rien d'angélique. Mais il y a une petite chose juste que je voudrais pointer dans le discours d'Édouard Philippe, qui a dit il faudrait qu'il y ait 2 niveaux en dessous de la région, des niveaux de compétences. C'est assez intéressant parce qu'on est un peu dans le flou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on supprime les mairies, ça veut dire qu'on supprime les départements, donc tout ça est un petit peu encore mérite beaucoup de clarté. Jérôme Cordelier, Gaëtan Bossard, Le Parisien, 3 candidates PS qui ont fait moins de 5%. C'est le jeu aux législatives et qui est au bord du gouffre financier. La Fédération 92, donc du PS, vient de les sauver en renflouant leur crédit. Oui, en assurant qu'elles n'auraient pas à être de leur poche. Pourquoi ça ne nous arrive pas à nous, ça, Gaëtan Bossard? Parce que nous, on n'est pas candidats, Cyril. C'est un sujet sérieux, c'est-à-dire c'est la prise de risque au fond. Oui, c'est exactement ça. Le parti politique va amortir. C'était pas prévu, puisqu'elles ont fait vraiment un score en dessous de ce qu'elles aient compté. C'est des circonscriptions qui sont pas forcément très à droite. On a la circonscription de Neuilly, par exemple. Bon, voilà, où on fait pas des scores faramineux quand on se présente avec l'étiquette du PS, mais néanmoins, la candidate là qui était sur ce scrutin en 2012, elle était à 28%. Qu'est-ce qu'elles vont faire dans la vie maintenant? Le papier en parle de ça. Quelle va être leur vie d'après? Disons que pour l'instant, elles ont un petit peu, elles accusent le coup, très concrètement. L'une d'entre elles, qui était secrétaire du PS, lâche l'affaire pour l'instant, reste avec ses responsabilités locales d'élu local, mais toutes, elles savaient qu'avec l'étiquette PS, elles n'allaient pas faire de miracle, ça c'était pas porteur, mais enfin de là à se prendre une telle claque et à voir vraiment concrètement les conséquences que ça pouvait avoir dans leur vie quotidienne, ça met un petit coup d'arrêt quand même.
Merci Gaëtane Bossard, donc c'est député qui aurait dû être député PS, c'est candidate à la députation dans l'édition des Hauts-de-Seine aujourd'hui. Merci Jérôme Cordelier, on vous retrouve tout à l'heure. Merci Jean-Michel Elvig. À tout de suite aussi, on passe à la météo des territoires. Le temps qu'il fait en France aujourd'hui, on regarde ensemble, il fait beau. La météo vous est présentée par Teroléo Pro, avec le concours de l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec Teroléo Pro et l'Assemblée des départements de France. Tout de suite, un résumé de l'actualité politique avec le Zapp Élysée, le premier zapping des matinales d'infos qu'on regarde ensemble. Levez le blocage sur le site Peugeot de Sept-Fonds. Et faites-le tout de suite. Il n'y a pas une minute à attendre. Depuis hier, pour sortir sa production du site de Sept-Fonds, PSA est obligé de faire appel à de coûteux hélicoptères. Nous nous battons avec les constructeurs automobiles pour y arriver depuis des semaines. Mais est-ce que tous les emplois seront gardés à la souterraine? Je préfère être très clair. Non. 150 salariés d'un sous-traitant en liquidation, GMS, bloque cette usine. Si les salariés persistent à vouloir bloquer un site de production en contravention avec la loi de la République, eh bien nous prendrons toutes les décisions. Emmanuel Macron n'a pas été élu pour 3 mois. Il est élu pour 5 ans. Il avait pris un engagement devant les Français pour 5 ans. À aucun moment dans la campagne, et j'étais son porte-parole de campagne, nous n'avons dit on va baisser tel impôt en septembre 2017, tel autre en janvier. Nous allons proposer, c'est les parlementaires qui le décideront, que nous puissions rétablir une journée de carence afin de rétablir de l'équité entre le public et le privé. Selon Gérald Darmanin, ce rétablissement permettra de lutter contre l'absentéisme et d'économiser 170 millions d'euros par an. Je vois l'emballement médiatique qui dit oui mais pour le 1er janvier tout ne baisse pas. Non, tout ne va pas baisser pour le 1er janvier. Nous sommes élus pour 5 ans. L'objectif est simple, une baisse d'impôts. On va, ça avait été annoncé mais autant le confirmer, faire converger la fiscalité entre le diesel et l'essence avant la fin du quinquennat. Et donc, comme je viens de vous le dire, on va accélérer l'augmentation du prix du carbone. Il ne faut pas que ce soit une augmentation de la fiscalité pour les Français, pour les entreprises comme pour les consommateurs. Il faut que ce soit simplement une compensation. Si vous choisissez de polluer, vous payez. La France a décidé d'interdire tout nouveau projet d'exploration de pétrole, de gaz, de charbon. Ce qui est aujourd'hui exploité, on finit de l'exploiter. On ne va pas arrêter du jour au lendemain, bien évidemment. Par contre, on ne relance pas de nouvelles explorations et de nouvelles exploitations partout où la France est souveraine. Ce n'est pas des petites gouttes à un moment de taxation carbone qui vont régler le problème à partir du moment où on ne remet pas en question nos choix de vie, nos choix économiques. Le gouvernement proposera à chaque Français une prime de transition qui lui permettra de remplacer une voiture diesel d'avant 1997 ou à essence d'avant 2001 par un véhicule plus propre, neuf ou d'occasion. Le charbon, qui est aujourd'hui la principale source d'émissions de CO2 sur la planète, la France proposera que d'ici 2022, nous cessions toute production d'électricité à partir du charbon. En métropole, 5 centrales à charbon vont donc fermer d'ici à 2022. Nous annonçons la fin de la vente des voitures à essence et diesel d'ici 2040. Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio.
Voilà, l'invité politique ce matin de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale, c'est Clémentine Autain. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Clémentine Autain, vous êtes députée nouvellement élue et de la France Insoumise et de Seine-Saint-Denis. De Seine-Saint-Denis. De Sevran-Villepinte-et-Tremblay. Voilà, vous vous interrogez à mes côtés ce matin. Christophe Bordet de Sud Radio. Bonjour. Et Michael Zamès, le spécialiste politique de Public Sénat. Bonjour Michael. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Clémentine Autain, évacuation ce matin de 2500 migrants du camp de la Porte de la Chapelle. Est-ce qu'il n'y avait plus le choix? Est-ce qu'il fallait évacuer? Moi, ce qui m'attriste profondément et me révolte, c'est qu'on procède à des évacuations sans solution pérenne pour ces migrants. C'est absolument insupportable, intolérable. Qu'est-ce que vous appelez solution pérenne? Parce que là, ils vont être transférés dans des abris, peut-être abris de fortune, effectivement. Mais qu'est-ce que vous appelez solution pérenne? L'État français, les pouvoirs publics n'ont pas pris la mesure du problème, à l'échelle européenne, mais aussi à l'échelle de la France. Et donc, ce dont nous avons besoin, c'est d'anticiper l'arrivée de ces migrants et de leur trouver des solutions sur l'ensemble du territoire qui permettent en tout cas un accueil digne. Et je ne crois absolument pas que le gouvernement ait pris la mesure du problème face auquel se retrouvent confrontés les migrants et les populations qui sont aux alentours aussi. Donc Clémentine Autain, vous soutenez Anne Hidalgo quand elle dit « je propose un projet de loi ». Quand elle demande l'évacuation ou quand elle dit… Je propose, c'est ce qu'elle a dit hier, je propose un projet de loi à la rentrée au gouvernement pour que chaque département de France prenne sa part de migrants. Je pense en tout cas qu'il y a nécessité à se mettre autour de la table et en effet à trouver des solutions pour ces migrants. Et si on veut éviter des campements tels qu'on en a vu Porte de la Chapelle mais ailleurs, également en France, il faut impérativement qu'on trouve des solutions. Je viens dans un pays aussi riche que la France, je ne peux pas imaginer que ce devoir minimum d'humanité et d'accueil ne soit pas possible. Alors, est-ce que vous trouvez normal, vous, par exemple, que l'État actuellement rachète un certain nombre d'hôtels qui appartiennent au groupe Accor pour justement que ces migrants aient des lieux d'accueil un peu partout en France? Est-ce que l'argent de l'État doit servir à ça? Bien sûr que l'argent de l'État doit servir à accueillir les migrants. Il s'agit de la solidarité. Et à enrichir le groupe Accor en même temps. Non, pas le groupe Accor, non. Non, je ne vous parle pas du groupe Accor. Non, mais là, je vous parle de ça, moi. Oui, mais moi, ce dont je vous parle, c'est le problème de solutions pérennes. Or, vous avez une crise du logement, quand même. Ça ne vous a pas échappé, partout en France. Où nous avons un besoin de création de logements absolument énorme. Bon, le temps de créer les logements, les migrants, ils sont là, ils s'installent, ils sont en campement. Vous avez un problème, je ne sais pas comment vous dire, mais difficile à régler dans l'urgence. Donc on ne sait pas faire face à cette urgence. Et il n'y a pas d'organisation du point de vue de l'État, de prise en considération de ce problème. Et donc je pense que le gouvernement devrait taper du poing sur la table, pas simplement faire des déclarations. Nous avons un devoir d'humanité. Le devoir d'humanité, il est sonnant et trébuchant. Et donc je dis que oui, des moyens publics doivent être mis sur la table. Est-ce que c'est avec Accor, en rachetant des hôtels à Accor pour enrichir le groupe Accor? Je veux bien qu'il y ait discussion, mais en tout cas, il faut bien trouver des solutions dans l'urgence. Et ces solutions dans l'urgence, elles doivent permettre aux migrants d'être accueillis dignement, mais aussi aux populations d'éviter d'être face à des campements qui sont parfois difficiles à vivre. Et si on veut que l'accueil des migrants se passe bien et que les Français comprennent bien la question, il est aussi de notre devoir de ne pas laisser des campements, vous voyez ce que je veux dire, qui ne sont pas d'une certaine manière anticipés et qui s'imposent. Ce sera au menu du G20, Clémentine Autain. Oui. Menu du G20, et l'Italie demande aujourd'hui à ce que les autres pays européens prennent un petit peu leur charge aussi de migrants. Est-ce que vous estimez, vous aussi, que les autres pays européens ont ce devoir? Oui, moi j'aimerais bien qu'on ne parle pas de charge, mais plutôt d'efforts de solidarité nécessaires. Bien sûr que l'ensemble des pays européens doivent se mettre autour de la table eux aussi et regarder cette question-là, parce que les frontières sont étanches, on peut raconter tout ce qu'on veut, on ne va pas mettre des murs, même si on met des murs, de toute façon, les migrants les franchissent. Et Schengen, ça ne marche pas en plus. Il n'y a pas de frontières étanches, ça n'existe pas. Ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Donc à partir de là, il est évident qu'il y a besoin de s'entendre et que la seule parole juste, c'est de dire que nous avons ce devoir d'accueillir ceux qui fuient la guerre, ceux qui fuient la misère et qui cherchent tout simplement à vivre. Je change de sujet, si vous voulez bien. Le jour de carence rétabli pour les fonctionnaires, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour ces fonctionnaires? D'abord, j'ai remarqué que ce gouvernement, après le gel du point d'indice, prend une deuxième mesure qui vise à stigmatiser les fonctionnaires.
à nous expliquer qu'ils sont trop nombreux, qu'ils sont feignants, qu'au fond... Donc le gouvernement cible les fonctionnaires. Oui, il cible les fonctionnaires. Et j'ai bien écouté à l'Assemblée nationale le discours du Premier ministre et n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde le fait qu'il entendait privatiser un certain nombre de services publics. Il a dit finalement ce que d'autres savent bien faire, c'est pas la peine de le faire. Sans nous dire quels étaient les secteurs potentiellement concernés. Parce que moi je remarque que par exemple dans le secteur de l'eau, on a tendance à privatiser alors que ce service est mieux géré quand il est public, moins cher pour nous. Et donc, je suis très attentive à la ce sont les boucs émissaires du gouvernement, c'est ça que vous dites ce matin. Bien sûr, et ils cherchent, dans une logique néolibérale connue, archi-connue, à opposer les fonctionnaires aux salariés du privé, parce que vous tirez tout le monde avec ça, vous comprenez ? Vous dites, vous êtes fonctionnaire, vous avez la sécurité de l'emploi, donc vos salaires craquent. On les bouge plus, et puis vous avez déjà de la chance, donc on va progressivement, d'une certaine manière, rendre plus difficile vos conditions de travail. Et ceux qui sont dans l'emploi moins stable, non stable ou dans le privé, on leur dit mais vous, au fond, vous devez faire encore plus d'efforts parce que, enfin, tout est en chaîne. C'est ça que je veux dire, c'est que tout est en chaîne pour tirer vers le bas l'ensemble des salariés et pour opposer public. Privé. Il n'y a aucun abus. Il n'y a aucun abus aujourd'hui. Il n'y a aucun abus aujourd'hui chez un certain nombre de fonctionnaires dans beaucoup de régions ou de départements. Je sais pas. Il y a des économistes comme Agnès Verdier-Molinier qui dénoncent ces abus régulièrement en disant allez 40 jours de maladie en moyenne dans tel département ou dans telle région. On se pose deux questions. Est-ce qu'il n'y a pas d'arrêt maladie également dans le privé ? Alors c'est sûr que parfois c'est plus difficile parce que le statut précaire fait qu'il y a des gens qui vont malades au travail ou qui se saignent aux 80, donc il peut toujours y avoir des situations d'abus, je ne sais pas, mais sans doute, pourquoi pas. Le problème, c'est aussi de comprendre parfois comment arrivent ces abus. Quand vous travaillez aujourd'hui dans le service public hospitalier et que vous tombez en dépression, c'est pas forcément toujours sans lien avec les conditions de travail dans le monde hospitalier. Donc on se pose aussi la question, pareil pour le monde enseignant. Vous avez des profs qui craquent, et ils craquent parce qu'ils ne sont pas suffisamment accompagnés, qu'ils n'ont pas les moyens de faire leur travail. Donc il faut aussi se poser cette question-là et ne pas stigmatiser et se dire que dans le privé aussi, vous avez dans des grands groupes des gens qui, des personnes qui tombent régulièrement malades ou qui abusent, si j'ose dire. Ça peut arriver partout. Mais regardons pas le système à partir des marges, mais à partir de la masse. Et donc, pour ce qui concerne la majorité des salariés des services publics, ils font correctement leur travail, ils assument des missions très importantes pour nous, et ils mériteraient d'être mieux soutenus, de voir leur salaire augmenter, et de ne pas être traqués comme ils le sont aujourd'hui par ce gouvernement. C'est Clémentine Autain, députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, qui est notre invitée ce matin dans cette matinale d'info. On va parler du plan climat de Nicolas Hulot, avec la fin du diesel et de l'essence pour 2040. Ça, c'est une mesure que vous ne pouvez qu'approuver. Première mesure gouvernementale que vous pourrez approuver, elle arrivera en 2040. Mais bon. Bien sûr, j'ai écouté le plan de Nicolas Hulot hier. Il y a des chantiers tout à fait sympathiques. Le problème, là encore, c'est de savoir quand arrive le sonnant et le trébuchant. Parce qu'il y a des chantiers, des commissions, des concertations, tout ce qu'on veut. Mais si on regarde sur ce qui est vraiment sur la table, je vous assure, il n'y a en réalité pas grand-chose. Et c'est ce qui m'inquiète profondément. Et d'ailleurs, Nicolas Hulot n'a pas pris la mesure de l'attaque nécessaire face à la logique du profit, face à la place de la finance et des lobbies qu'il va falloir affronter pour mener la transition énergétique. C'est ça aussi un des problèmes. Alors, c'est quoi les lobbies ? Ce que je veux dire, par exemple, je vais prendre un exemple qui sort un peu du plan climat, mais qui est pas sans lien, très concret. L'Allemagne vient d'imposer à la France, et la France s'est couchée immédiatement, un recul sur l'encadrement des perturbateurs endocriniens. Bon, ils se sont couchés. Enfin, je veux dire, mais ça a pris 3 secondes. L'Allemagne a dit, non, on va diminuer en fait la part de ce qui est pris, de ce qui est de l'encadrement. Donc ça veut dire qu'on va permettre davantage de produits avec perturbateurs endocriniens. Et la France s'est couchée. C'est insensé. Alors j'ai lu le Canard enchaîné cette semaine. Vous faites un lien ? Je sais. Écoutez, je fais un lien. Je vois pas comment ne pas y penser. En tout cas, je constate que Nicolas. Par exemple. Vous voulez pas qu'on raconte à vos téléspectateurs qu'il y a dans le Canard enchaîné ? C'est quand même assez cocasse. Nicolas Hulot aurait bénéficié donc de beaucoup d'argent suite à des produits qu'il a commercialisés au Ushuaïa pour sa fondation, bien sûr. Et il se trouve que le gel douche, les produits Ushuaïa auraient des perturbateurs endocriniens à l'intérieur. Donc bon, en tout cas, je constate que la main
main ne semble pas très ferme pour empêcher les lobbies d'intervenir dans ce qui devrait être le champ du public pour protéger la santé et pour permettre la transition d'avoir été à la tête d'une énergétique. Et quand vous regardez, il n'y a rien sur les traités commerciaux. C'est très important. Il n'y a rien dans son plan sur les traités commerciaux. Sur la question des transports publics, il n'y a rien parce que le problème va être aussi celui de l'investissement. Moi, je veux bien qu'on sorte, qu'on fasse tout à l'électrique, mais il faut qu'on se pose la question des centrales nucléaires. Je vois que Nicolas Hulot a totalement abandonné ce chantier. Non, il a, sur le nucléaire, c'est pas que la question des lobbies, c'est la question du choix d'Emmanuel Macron qui ne s'intéresse pas à la fermeture des centrales et qui, par ailleurs, la réduction de 50% d'ici 2025 n'a pas été remise en cause au niveau du nucléaire non plus. Non, mais il y a des centrales qui devraient être fermées en urgence et c'est pas du tout le plan du gouvernement que de les fermer. Et si on veut anticiper la fermeture des centrales, il faut se poser la question de comment on va produire. Poser la question de comment on va produire de l'énergie. Et donc, s'il n'y a pas un investissement public massif dans la production d'énergie renouvelable nouvelle, alors je ne vois pas comment on arrive à la transition énergétique véritable. Juste une question quand même. Est-ce que, selon vous, ce plan de Nicolas Hulot pour les constructeurs automobiles, pour tous les salariés qui nous écoutent ce matin, peut avoir un risque pour leur emploi à l'avenir? Parce que ça sera mal organisé, etc. Mais il y a un risque. Non, ce qu'il faut, c'est organiser. Vous savez, on a beaucoup ri de notre terme de planification sur la transition énergétique, parce qu'on dit ça nous renvoie à un autre moment. Mais en fait, qu'est-ce qu'on veut dire par la planification? C'est que la sortie de nos modèles de consommation, de nos modèles de vie, il suppose de l'anticiper. Anticiper aussi en termes d'emploi. S'il faut fermer les centrales, qu'est-ce qu'on fait faire aux salariés? Et ils ont en fait plein de travail parce que pour les démanteler, c'est extrêmement long. Si vous voulez faire la rénovation thermique, comment... Donc là, on anticipe assez 2040 ? Moi, je pense que ce n'est pas du tout anticipé. Je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui dans le plan les moyens qui permettent d'assumer l'ambition qu'il a fixée sur les voitures, en tout cas. Moi, je voudrais revenir sur une phrase qu'on a entendue cette semaine de la part de l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Les candidats de la France Insoumise se compromettent avec les islamistes. Là, il évoquait la campagne législative dans l'Essonne. Et vous-même, vous êtes accusé par Manuel Valls d'islamo-gauchisme. Est-ce que ça vous inspire ? Je suis accusée de bien... Alors, d'abord, ça me met ça aussi d'excellente humeur. Je voudrais juste rappeler que le Premier ministre Manuel Valls, donc, quand il était Premier ministre, a osé dire sur une chaîne d'infos, et pas des moindres, France Inter, que personnellement, j'avais écoutez bien, noué des accords avec les frères musulmans. Alors déjà qu'une femme noue des accords avec les frères musulmans... Vous avez porté plainte ? Je pense que ça aurait été quand même sacrément un scoop. Vous avez porté plainte ? J'ai en tout cas saisi, oui, les hautes autorités. Et donc, concernant Manuel Valls ? Concernant Manuel Valls, je pense qu'il est en perdition sur ces questions, mais en totale perdition. C'est de la calomnie, c'est du mensonge, c'est des amalgames, parce que dans sa bouche, c'est islamiste, donc terroriste, enfin, vous voyez, il mélange tout. Donc je trouve ça inadmissible qu'il propage en permanence des calomnies de cette nature à l'encontre de la France Insoumise, des députés de la France Insoumise et de personnalités diverses et variées qui tout simplement essayent de dire qu'il y en a ras-le-bol de la chasse aux musulmans dans ce pays et qu'il ne faut pas tout mélanger. C'est ce que nous disons. Et c'est ce qui visiblement insupporte le Manuel Valls, ancien Premier ministre. Donc, Clémentine. J'appelle vraiment, je l'appelle vraiment. Non, mais je veux dire, je vous assure, c'est insupportable parce que il a, moins aujourd'hui, mais il a eu une parole qui a porté. Donc, quand vous qualifiez quelqu'un d'islamo-gauchiste, qui est une insulte qui me fait penser aux judéo-bolcheviques des années 30, c'est insupportable. Voilà. Clémentine Autain, vous êtes nouvelle députée donc, de Seine-Saint-Denis. On a beaucoup parlé de la rentrée parlementaire de la France Insoumise, le parti auquel vous appartenez à l'Assemblée nationale. Vous avez rejeté une forme de code qui était en vigueur à l'Assemblée. On a beaucoup parlé du code vestimentaire. On y a vu une forme de coup de communication. Ça a été concerté au sein du groupe de la France Insoumise, cette affaire? Oui, tout à fait. Vous nous confirmez? C'est un coup de communication? Non, c'est une décision que nous avons prise parce qu'il y avait un certain nombre de nos collègues masculins qui n'ont jamais mis de cravate et qui ne se sentaient pas de mettre une cravate. Et donc on a discuté de la question. Vous n'avez pas peur de d'évaluer la représentation parlementaire, comme on a accusé certains postes d'être dévalués dans la République? Je pense que nous posons une question symbolique qui est très importante, qui est tout simplement que cet univers, il est censé représenter le peuple. Alors quand on représente le peuple, évidemment on le représente dignement et ça fait partie de nos traditions. Mais il faut aussi qu'on le représente tel que nous sommes. Et ces hommes n'avaient pas envie d'entrer déguisés. Vous étiez pour vous?
Oui, j'étais tout à fait favorable, aussi parce que je suis féministe et vous savez, je sais combien ces questions peuvent modifier l'ordre existant. La première femme qui est entrée à l'Assemblée nationale et qui a dit je suis en pantalon et je veux rentrer en pantalon alors que c'était interdit. D'ailleurs, le monsieur lui a dit, c'est quand même assez cocasse, parce que le monsieur lui a dit mais non, et elle lui a dit mais vous voulez que je l'enlève? Alors évidemment, il lui a dit non, il l'a laissé rentrer. Elle était en pantalon et c'était un symbole très fort. Et donc, nous voulons envoyer un message qui est nous restons nous-mêmes à l'Assemblée nationale. Merci Clémentine Autain, donc nouvelle députée, la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, d'avoir été l'invitée de cette matinale d'info. On passe au débrief de vos propos dans un instant. Merci beaucoup. Voilà, Clémentine Autain quitte ce plateau et font leurs entrées. Jérôme Cordelier, rédacteur en chef du Point, chargé des éditions locales. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyril, merci d'être avec nous. Vous étiez là dans la première partie de cette matinale. Et Jean-Michel Elvig, éditorialiste à la République des Pyrénées. Bonjour Jean-Michel, rebonjour. Vous étiez également là dans la première partie de cette matinale. Alors l'évacuation ce matin de 2500 migrants du camp de la Porte de la Chapelle. Quand on a posé la question à Clémentine Autain s'il n'y avait plus le choix, s'il fallait évacuer, elle a dit « Cela me choque qu'on n'ayons pas trouvé de solution d'accueil, au fond. » Plus que l'évacuation elle-même, pas de solution d'accueil. Ça choque tout le monde. Le problème, c'est que c'est un dossier suffisamment lourd pour éviter, justement, à mon avis, des propos d'estrade et un peu démagogiques. Au même titre, d'ailleurs, que Anne Hidalgo, qui interpelle comme ça assez vertement. Enfin, je veux dire, c'est facile d'avoir une posture un peu dans une situation pareille. Ça choque tout le monde que les migrants soient dans des camps et que... Voilà, donc le gouvernement essaye de ce qu'on nous dit, le reloger. Enfin, la polémique avec les hôtels rachetés au groupe Accor, je ne comprends pas bien non plus. Enfin, je veux dire, là, il faut un peu que chacun mette de sa bonne volonté et qu'on mette un peu ses drapeaux idéologiques dans sa poche, à mon avis. Jean-Michel Elvig. Oui, pour reprendre une formule célèbre, c'est facile d'avoir les mains blanches quand on n'a pas de mains. Excusez-moi, ce qu'elle a dit sur le fait de créer, d'anticiper, etc., de créer des solutions pérennes, c'est ce que le gouvernement avait fait au moment de l'évacuation de Calais, de dispatcher les migrants que chaque commune, chaque grande ville ou chaque région prenne sa part et ce qui a été fait en partie, et non sans résistance, parce que les résistances sont locales. Quand vous avez un maire qui dit non, on ne veut pas voir de migrants, voilà, c'est compliqué. Donc, je pense juste, pardon de vous attendre, il y a eu moins de résistance que justement, plus dans des villes moyennes, par exemple, il y a eu beaucoup d'intégration en silence. Voilà. Il y a beaucoup de migrants qui se sont intégrés dans des villes moyennes. On ne dit jamais. Un beau sujet dans le journal des territoires, d'ailleurs, sur l'intégration. Oui, on le dit très peu, ça. Pardon, je vous interromps. Oui, non, mais c'est tout à fait vrai. La rectification est juste. Il y a eu des résistances, mais beaucoup moins qu'on ne le pensait. On peut effectivement dispatcher. Le problème, c'est quand après vous avez, pour régler la question de Calais, cette espèce de goulot d'étranglement. Voilà, mais après, pour venir à Paris, c'était un symbole, non? Quelques centaines de migrants qui viennent se revenir en pensant qu'ils vont quand même réussir à passer. Alors qu'on quand on fait par dose homéopathique, ça fonctionne un peu plus, donc, évidemment. Il faut bien effectivement trouver des solutions. Et les solutions, il y a aussi une part de contrainte. C'est bien gentil, on n'est pas dans un monde... il y a des intérêts contradictoires entre des migrants qui, de toute façon, veulent absolument passer en Grande-Bretagne, se moquent éperdument d'avoir une place même chauffée, nourrie, logée, et avec peut-être un travail dans la Creuse. Eux, ils veulent aller à Londres, même si on ne veut pas d'eux. Voilà. Et là, vous vous trouvez dans des contradictions qu'il faut gérer. C'est pas si simple qu'elle ne le dit. Jérôme Cordelier, on a parlé des perturbateurs endocriniens avec Clémentine Autain. Il s'agissait bien sûr de la faire commenter le plan climat de Nicolas Hulot. Elle a pointé assez vivement, d'ailleurs, vous avez vu les problèmes que posait, selon elle, la proximité du nouveau ministre de la Transition énergétique avec des entreprises qui utilisaient des perturbateurs endocriniens. Et on a l'impression que c'est un angle d'attaque assez fort qui va arriver contre ce nouveau ministre. Nicolas Hulot, là, laissé prise, mais sur ses anciennes fonctions, c'est pas actuellement. Donc, précisez-le, oui, bien sûr. Mais évidemment, quand on accueille dans une fondation comme financier des entreprises qui sont un peu en porte-à-faux avec ce qu'on prône, ce qu'on prêche, mais bon, c'est toujours un petit peu ennuyeux, embêtant. En tout cas,
on prête le flanc à ce genre de critiques et d'attaques. Jean-Michel Elvy, elle a rajouté ensuite qu'on s'était méfier. couché, selon elle, face à l'Allemagne. Un peu simplette, hein, je ne veux pas dire simpliste, mais simplette. C'est jamais si simple. Et il faut se méfier aussi à partir d'un dossier du Canard enchaîné dans lequel il faudrait, dans le détail duquel il faudrait rentrer. C'est vrai que les perturbateurs endocriniens, c'est un sujet qui est très récent comme ça sur la place publique. Hein, il y a 5 ans, 10 ans, on n'en parlait pas. Donc il faut rappeler pour les téléspectateurs, c'est déclencheur de maladies potentiellement graves, cancer. Oui, alors après, on découvre au fur et à mesure que telle molécule qu'on pensait inoffensive en fait et pose des problèmes. Donc alors c'est vrai que sur cette décision, c'est toujours très difficile. Est-ce que le fait qu'il y ait une réglementation générale est quand même un progrès, même si les exceptions font que ça favorise l'industrie chimique allemande? Je voudrais simplement dire que lorsque nous on parle aux Allemands, les Français, et qu'on dit ah ben non, le nucléaire, nous c'est compliqué, c'est important pour nous, c'est beaucoup d'emplois, etc. Les Allemands ils disent ah ben non, c'est grave, c'est dangereux. Et bon, retour de bâton sur les perturbateurs endocriniens. Donc ce sont des choses, enfin des dossiers assez complexes quand même. Jérôme Cordelier, on parle un peu politique, positionnement politique de la France insoumise. La rentrée politique du groupe parlementaire a fait beaucoup de bruit dans le sens où un certain nombre de codes vestimentaires ont été... C'était ridicule. Alors voilà, j'allais vous poser la question. Et on a compris ce matin que c'était une stratégie qui avait été pensée au fond pour... Ce qui rend la chose encore plus ridicule. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'elle a dit? Qu'au fond, non, pas du tout, que c'était quelque chose pour représenter des gens qui aussi ne mettent pas de cravate et qu'il n'y a pas de raison que l'Assemblée nationale ait des codes de ce type. Vous savez, je vais rendre un hommage à quelqu'un qui prépare l'émission en coulisses, s'appelle Noémie, et qui a eu une réaction, je trouve, saine, en tout cas, Quand Clémentine Autain a dit ça? Ben oui, elle a dit, le peuple, quand il y a des grands événements, eh bien, le peuple s'habille. Donc le peuple met des cravates, voilà. Et donc je trouve que c'est totalement démagogique de... Mais ça en dit long sur leur volonté de communication, au fond, Jean-Michel Elvy, non? Quoique Clémentine Autain soit moins caricaturale que certains de ses collègues, il faut lui rendre ça. L'idée de dire oui, mais nous avons certains collègues qui n'ont pas l'habitude de porter des cravates. Enfin, François Ruffin ne porte pas de cravate au mariage. Donc François Ruffin, c'est le peuple. Enfin, il est issu du peuple. Enfin, c'est un fils de la petite bourgeoisie, hein, comme la plupart de... mais en plus, c'était respectueux, parce que je ne pense pas que le peuple... On a compris ce matin que c'était un axe pour eux de communiquer. Le peuple, quand il y a des grands événements, il met un costume et une cravate. Une espèce de gauchisme juvénile, comme ça. Voilà. On est des rebelles, donc on ne porte pas de cravate. Je veux dire, le côté on ne porte pas de cravate, c'est le casual, c'est le Friday casual. Vous savez, des cadres dans les grandes entreprises. C'est un réflexe petit bourgeois. Merci Jérôme Cordelier. Je signale quand même la couverture du Point. Évidemment, un hommage à une femme. Oui, 60 pages spéciales sur Simone Veil, avec beaucoup de contributions. Et donc, c'est un numéro hommage qui était très important pour nous. Et qui reste plus longtemps dans les kiosques, d'ailleurs. Oui, oui, parce qu'on est sorti en avancée, comme on dit, et on a voulu faire un numéro qui, je pense... une très belle photo noir et blanc de Simone Veil avec et puis de fortes contributions, Boris Cyrulnik par exemple, sans nommer, beaucoup de personnes. Merci Jérôme Cordelier, merci Jean-Michel Elvy. On passe au zapping, le premier zapping politique des matinales d'infos qu'on regarde ensemble. Levez le blocage sur le site Peugeot de cette fonds. Et faites-le tout de suite. Il n'y a pas une minute à attendre. Depuis hier, pour sortir sa production du site de Cette-Fonce, PSA est obligé de faire appel à de coûteux hélicoptères. Nous nous battons avec les constructeurs automobiles pour y arriver depuis des semaines. Mais est-ce que tous les emplois seront gardés à la souterraine? Je préfère être très clair. Non. 150 salariés d'un sous-traitant en liquidation, GMS, bloque cette usine. Si les salariés persistent à vouloir bloquer un site de production en contravention avec la loi de la République, eh bien nous prendrons toutes les décisions. Emmanuel Macron n'a pas été élu pour 3 mois. Il est élu pour 5 ans.
Il avait pris un engagement devant les Français pour 5 ans. À aucun moment dans la campagne, et j'étais son porte-parole de campagne, nous n'avons dit on va baisser tel impôt en septembre 2017, tel autre en janvier. Nous allons proposer, c'est les parlementaires qui le décideront, que nous puissions rétablir une journée de carence afin de rétablir de l'équité entre le public et le privé. Selon Gérald Darmanin, ce rétablissement permettra de lutter contre l'absentéisme et d'économiser 170 millions d'euros par an. Je vois l'emballement médiatique qui dit oui mais pour le 1er janvier tout ne baisse pas. Non. Tout ne va pas baisser pour le 1er janvier. Nous sommes élus pour 5 ans. L'objectif est simple, une baisse d'impôts. On va, ça avait été annoncé, mais autant le confirmer, faire converger la fiscalité entre le diesel et l'essence avant la fin du quinquennat. Et donc, comme je viens de vous le dire, on va accélérer l'augmentation du prix du carbone. Il ne faut pas que ce soit une augmentation de la fiscalité pour les Français, pour les entreprises comme pour les consommateurs. Il faut que ce soit simplement une compensation. Si vous choisissez de polluer, vous payez. La France a décidé d'interdire tout nouveau projet d'exploration de pétrole, de gaz, de charbon. Ce qui est aujourd'hui exploité, on finit de l'exploiter. On ne va pas arrêter du jour au lendemain, bien évidemment. Par contre, on ne relance pas de nouvelles explorations et de nouvelles exploitations partout où la France est souveraine. Ce n'est pas des petites gouttes à moment de taxation carbone qui vont régler le problème à partir du moment où on ne remet pas en question nos choix de vie, nos choix économiques. Le gouvernement proposera à chaque Français une prime de transition qui lui permettra de remplacer une voiture diesel d'avant 1997 ou à essence d'avant 2001 par un véhicule plus propre, neuf ou d'occasion. Le charbon, qui est aujourd'hui la principale source d'émissions de CO2 sur la planète, la France proposera que d'ici 2022, nous cessions toute production d'électricité à partir du charbon. En métropole, 5 centrales à charbon vont donc fermer d'ici à 2022. Nous annonçons la fin de la vente des voitures à essence et diesel d'ici 2040. Voilà, bon week-end, je vous retrouve demain matin à 7h30. On se retrouve aussi lundi matin pour une nouvelle matinale d'infos. Bonne journée.